En 1922, l'analyste politique Walter Lippmann a introduit l'expression « fabricant de consentement » pour décrire comment est-ce que l'aristocratie moderne exerce son contrôle sur le public en influençant les médias, les think tanks et les universités grâce à la détention, au financement et à la mise sous influence de ces institutions par les aristocrates contemporains. Ces mêmes aristocrates qui sont aujourd'hui représentés par des milliardaires nationaux. Et tout cela se produit dans une ère d'experts désignés pour traiter des affaires publiques. Vous me connaissez déjà, j'aime les histoires. D'ailleurs, je suis tombé sur des documentaires magnifiques. Je vous prépare une série de vidéos historiques sur des complots et d'autres trucs du genre. Mais aujourd'hui, on va voir comment historiquement les États-Unis font pour entrer ou pour amener de force de nouveaux membres dans l'OTAN. Pour ceux qui n'ont pas encore réalisé qu'il n'est pas normal, qu'il n'est pas logique que l'Occident soit toujours du bon côté, regardez cette vidéo. Le schéma apporté par l'OTAN est toujours le même et se résume en très peu de mots. C'est très simple en soi. Subversion, coup d'État et épuration ethnique. À la fin de la guerre froide, l'excuse courante de l'anticommunisme qui avait justifié l'impérialisme mondial après la Seconde Guerre mondiale dans des contextes tels que la Corée du Sud, le Vietnam, le Guatemala, l'Iran, le Chili et d'autres pays n'était plus applicable. Donc ils ne pouvaient plus venir attaquer frontalement les pays comme ils l'ont fait auparavant. Cependant, le process ou le schéma de la déstabilisation suivi de la conquête a été mis en place en 1965 en Indonésie et peut-être même avant dans d'autres républiques bananières. Mais on va se concentrer sur cette période, c'est-à-dire l'Indonésie, par qui a été établi ce qui est devenu une procédure standard utilisée par le gouvernement américain après 1991. La purge qui a eu lieu entre octobre 65 et mars 66 a entraîné l'extermination de 500 000 à 2 millions de partisans indonésiens du communisme et de tout parti de gauche. Cette opération menée à travers le gouvernement indonésien a également visé les partisans du dirigeant indonésien, le général Sukarno, qui était soutenu par des factions de gauche. Il est largement suggéré que cette campagne a été conçue et ordonnée par le président américain Lyndon Johnson, agissant au nom des propriétaires de méga-corporations qui soutenaient le Parti démocrate. Lyndon Johnson a donc planifié le nettoyage ethnique bien avant son déclenchement. Dès mars 65, l'entourage de Johnson critiquait vivement Sukarno, qui envisageait des réformes agraires et une possible nationalisation des ressources naturelles. Par exemple, le 18 mars 1965, le mémorandum du secrétaire d'État Ball au président Johnson commençait ainsi. Nos relations avec l'Indonésie sont sur le point de s'effondrer. Sukarno se retourne de plus en plus vers le PKI communiste. L'armée qui constitue traditionnellement la force compensatrice a ses propres problèmes de cohésion interne. Au cours des derniers jours, la situation s'est faite de plus en plus inquiétante. Non seulement la gestion des usines de caoutchouc états-uniennes a-t-elle été confisquée, mais le risque plane d'une saisie imminente d'entreprises pétrolières états-uniennes. Donc, le coup d'État a été déclenché le 1er octobre 65, plaçant le général Suharto à la tête et remplaçant Sukarno. Et c'est ainsi que la campagne d'extermination a débuté peu après. Cependant, Suharto ne disposait pas d'informations précises sur les personnes à cibler. Et donc, il a demandé de l'aide aux États-Unis. Comme le résume de manière excellente le livre intitulé « The Jakarta Method », la croisade anticommuniste de Washington et la propagande d'assassinats de masse qui ont façonné notre monde, livre écrit par Vincent Bevin, les États-Unis ont fourni des armes, une information, des équipements de communication et des listes de personnes de gauche confirmées et présumées à éliminer. D'ailleurs, les plantations détenues par les États-Unis ont produit des listes d'employés à problème entre guillemets. Les dirigeants américains ont envoyé de manière répétée des cibles aux dirigeants de la boucherie. Je parle là du général Suharto pour qu'il tue les gauchistes plus rapidement. Alors, comme d'autres travaux traitant de ce genre de campagne d'extermination, même de cette campagne d'extermination, l'intention de Bevin ne se concentre pas sur les planificateurs et ceux qui ont corrompu le processus, et encore moins sur les bénéficiaires du projet, mais il se focalise plutôt sur les acteurs locaux et leurs victimes. Il ne mentionne pas explicitement les principaux bénéficiaires des coups d'État et des exterminations. Ils ne sont pas identifiés, ils ne sont pas clairement définis. Les États-Unis ont orchestré cette opération en collaboration avec d'autres membres du bloc américain, principalement en Europe. Selon le juge du tribunal populaire international, les États-Unis d'Amérique, le Royaume-Uni et l'Australie ont tous été complices à divers niveaux dans la commission de ces crimes contre l'humanité. Il s'agissait d'une manœuvre similaire à l'opération rhodésienne, menée au profit des aristocrates américains et leurs alliés, notamment leurs alliés hollandais. Par la suite, dans l'ère post-soviétique, l'objectif de l'Ukraine et du gouvernement américain est d'implanter des missiles à tête nucléaire dans ce pays qui est géographiquement, on le rappelle,
très proche de Moscou, à peine à 500 km, favorisant ainsi l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Voici la séquence d'événements qui a fait en sorte que l'Ukraine, entre guillemets, entre dans l'OTAN ou soit amis de l'OTAN. Parce qu'ils ne sont pas encore vraiment entrés dedans, ce n'est pas encore acté. De 2003 à 2009, environ 20% des Ukrainiens souhaitaient devenir membres de l'OTAN, tandis que 55% s'y opposaient. En 2010, un sondage d'un institut a révélé que si 17% des Ukrainiens percevaient l'OTAN comme une protection pour leur pays, 40% la considéraient comme étant une menace directe pour leur pays. Avant le coup d'État en 2014 orchestré par l'administration Obama en Ukraine, la perception majoritaire que les Ukrainiens avaient de l'OTAN était que l'OTAN était plus une menace qu'un allié, avec seulement 33,6% des personnes qui étaient en faveur de l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Cependant, après cet événement, le soutien à l'adhésion à l'OTAN s'est maintenu en moyenne à 45%, soit le double du niveau avant le coup d'État. L'opinion ukrainienne a basculé en faveur de cette adhésion, principalement à raison d'une campagne de propagande intense menée par les milliardaires qui financent les candidats et les politiques victorieux. Ces mêmes milliardaires qui contrôlent les médias aux États-Unis et en Ukraine. Cette campagne massive a suivi le coup d'État avec les gouvernements et les médias dépeignant la Russie comme étant l'ennemi numéro 1 de l'Ukraine et présentant les États-Unis, l'Union européenne et donc globalement l'OTAN comme étant l'ami de l'Ukraine. Ainsi donc, après le coup d'État en 2014, les Ukrainiens ont exprimé le désir de rejoindre l'Union européenne et l'OTAN. Immédiatement après le coup d'État mené par l'administration Obama en Ukraine, le nouveau gouvernement a rapidement mis en œuvre un nettoyage ethnique, éliminant par milliers les Ukrainiens qui avaient voté en faveur du président ukrainien prônant la neutralité renversée par Obama. Cela visait à permettre au nouveau régime ukrainien favorable aux États-Unis de se maintenir au pouvoir à travers les élections dites démocratiques avec des candidats tous anti-russes. C'est donc ainsi que l'Ukraine est arrivée à sa situation actuelle. Ça illustre bien l'efficacité exceptionnelle de la propagande orchestrée par les régimes après le coup d'État. Propagande conçue et déployée dans les médias en 2014 et amplifiée davantage après le changement de régime. La gouvernance dirigée par les États-Unis et ses médias d'information ont inondé l'opinion publique de la propagande anti-russe après le coup d'État, ce qui a modifié l'opinion nationale en l'espace d'1 ou de 2 ans seulement, 1 ou 2 ans à peine. Ce qui a fait en sorte que la population qui considérait l'OTAN comme son ennemi en 2013 a commencé à percevoir cette organisation comme sa protectrice, sa mère nourricière. Ce changement s'est produit malgré que la majorité des Ukrainiens considéraient la Russie comme leur protecteur. Et bien sûr, ce qui s'est passé en 2022 n'a pas aidé la Russie dans sa perception de l'opinion publique ukrainienne. La clé de la méthode occidentale réside dans le fait que prendre le contrôle d'un pays, d'abord par la subversion, dans le cas de l'Ukraine, appelée la Révolution Orange, qui a installé le président pro-américain en 2004, puis par un coup d'État pur et simple pour finaliser le processus, permet effectivement de transformer complètement l'opinion publique. En 1922, l'analyste politique Walter Lippmann a introduit l'expression « fabriquer du consentement » pour décrire comment est-ce que l'aristocratie moderne exerce son contrôle sur le public en influençant les médias et les universités grâce à la détention, au financement et à la mise sous influence de ces institutions par l'aristocratie contemporaine, aujourd'hui représentée par des milliardaires nationaux. Cela se produit dans une ère d'experts désignés pour traiter les affaires publiques. C'est par la propagande que les opinions sont fabriquées, orientées pour refléter ce que l'aristocratie souhaite. La séquence d'événements en Ukraine constitue un excellent exemple de ce processus. Un autre exemple de ce mode de fonctionnement émerge avec ce qui s'est passé en Moldavie. Le 6 décembre 2022, l'agence de presse russe TASS a publié un article intitulé « La majorité des Moldaves considèrent la Russie comme meilleur partenaire du pays. Sondage d'opinion ». Cet institut, principalement au service des entreprises moldaves plutôt que des organes de presse, a divulgué ses résultats sur les opinions des Moldaves en matière de relations internationales. TASS avait rapporté que la plupart des Moldaves considèrent la Russie comme meilleur partenaire de leur pays dans les sphères économiques, politiques et de sécurité, selon les résultats d'un sondage d'opinion auprès du public. Pas moins de 38% des sondés se sont exprimés en faveur d'un partenariat avec la Russie dans la sphère économique, 30% ont opté pour une Union européenne et 12% pour la Roumanie. Seuls 4% ont choisi un partenariat avec les États-Unis et 2% ont préféré la Chine d'une part et l'OTAN de l'autre part.
Dans la sphère politique maintenant, donc chez les décideurs, la Russie a été choisie par 37% des sondés, l'Union européenne par 29%, la Roumanie par 11%, les États-Unis par 5%, la Chine par 1% et l'OTAN par 3%. Dans la sphère de la sécurité, 36% des sondés ont affirmé considérer la Russie comme partenaire fiable. L'Union européenne a obtenu 21% des opinions, la Roumanie et l'OTAN 10% chacune, les États-Unis 5%, la Chine 1%, et donc voilà les résultats qu'ont affirmé les sondeurs. Le sondage a interrogé 1100 personnes sur 90 lieux différents et a été mené entre le 10 et le 29 novembre 2022. La marge d'erreur est établie à 3%. Selon les sondages, 62% des répondants estiment que la Moldavie devrait nouer des relations étroites avec la Russie, 21% veulent des relations neutres, 10% veulent une distanciation et seulement 5% se sont exprimés pour un endurcissement des relations avec la Russie, c'est-à-dire pour devenir leur ennemi. Le 21 janvier 2023, RT News, le média russe a titré « La Moldavie envisage de rallier une alliance plus vaste sous la présidente Maya Sandu. Le pays a mené une intégration plus poussée avec l'Occident. » Sandu est le cheval de Troie de l'OTAN en Moldavie. Elle représente en fait pour la Moldavie ce que le président ukrainien de 2004 a représenté pour l'Ukraine. C'est-à-dire un agent clé de la subversion états-unienne de son pays servant les intérêts de l'Amérique. Cette dame a commencé à faire beaucoup de références à l'Union européenne et à l'OTAN, mais n'a désigné aucune organisation des deux, parce que pour l'instant, les deux sont impopulaires en Moldavie, tout comme elles étaient impopulaires en Ukraine avant le coup d'État réussi par les États-Unis. Il est donc très fort probable, si elle réussit dans son objectif en tout cas, qu'elle ne sera plus à la tête de son pays au moment où il y aura le coup d'État, mais son mandat en Moldavie et son attirance vers l'Amérique aura précipité la chute de son pays. Pas seulement à travers un coup d'État, mais surtout à travers un nettoyage ethnique ou un nettoyage d'opinion, ainsi qu'à la popularité de l'Union européenne et de l'OTAN. Elle va jouer ce rôle-là de pivot dans la destruction de la Moldavie. C'est possible et même très facile pour ces gens de manipuler l'opinion publique. Cela peut aller jusqu'à provoquer la destruction ultime d'un pays au moyen non seulement de la tromperie, mais également de la subversion, suivi d'un coup d'État, suivi d'un nettoyage ethnique, ensuite d'une invasion militaire de ce pays. Malheureusement, le grand public ne tire aucun enseignement de l'histoire. C'est peut-être pour cela que l'histoire ne cesse de se répéter, comme elle le fait depuis des centaines d'années. Même si les méthodes ont changé, dans la structure, c'est à peu près la même chose. Normalement, on devrait enseigner la compréhension des schémas historiques dès le lycée. Mais l'aristocratie n'a jamais voulu que ce soit le cas. Parce que si les grands industriels, là, on nous apprend comment éviter que l'histoire ne se répète, eux, ils vont perdre de l'argent, donc ils ne sont pas contents. Résultat, tu dois atteindre le doctorat pour pouvoir commencer à analyser ce genre de choses quand tu es déjà tellement formaté que ça ne te dit même plus rien. Et donc, vu qu'on n'apprend pas ça à l'école, on doit apprendre ça nous-mêmes. On doit apprendre les schémas historiques pour anticiper leur retour. Et depuis le début, c'est ce que l'on fait. On vous apprend à anticiper. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Pour les nouveaux, sur cette chaîne, on parle de culture africaine, d'histoire, d'actualité et on s'édifie sur un ensemble de choses qui nous permettent d'anticiper et d'être prêts à toute éventualité. Je vous encourage donc à regarder nos anciennes vidéos, on a plus de 400 thèmes déjà traités et si vous voulez plus de contenu, vous pouvez vous abonner à nos autres chaînes YouTube en fonction de vos centres d'intérêt. Sur Ekima, on parle d'économie et de sciences humaines. Sur Asani, on parle de jeux vidéo et de divertissement. Si ça vous intéresse, les liens sont en description.